à l'approbation des PV du 30 mars et du 18 avril dernier qui ont été diffusés. Est-ce qu'il y a des points qui ont été visés, des remarques que vous souhaitez formuler? Je n'en vois pas spécialement. Je considère donc qu'on peut approuver ces deux conseils communautaires. On doit aussi, je dois aussi vous présenter Benoît Marler, qui est au bout de la table. Ce n'est pas un manifestant qui est sorti. Benoît nous a rejoint il y a un peu plus d'un mois maintenant. Oui. Donc, sur les missions sur lesquelles vous avez connu Sylvain Torchot pendant quelques années, autour de notre système d'information, et puis l'enregistrement et la communication de nos assemblées. Voilà. Donc, bonsoir à tous. Qu'ils soient bienvenus parmi nos travaux et que vous aurez l'occasion de le voir de manière régulière. Nous avons à donner connaissance des décisions qui ont été prises au titre des pouvoirs de président et du bureau. Est-ce qu'il y a, la liste a été diffusée, on a dit qu'on ne la disait plus, c'est une très bonne chose. Est-ce que dans ce que vous avez vu, il y a des questions que ça génère, des compléments d'information qui seraient apportés? Je n'en vois pas. Je considère donc que c'est au clair pour tout le monde. On en vient au point numéro 4, qui est un point de finance, avec l'attribution du marché de location et de maintenance des copieurs. Alors, comme vous le savez, on a une organisation qui nous permet d'équiper les services de la collectivité de différents matériels, notamment de copieurs, qui sont adaptés en fonction des besoins, que nous avions précédemment un contrat qui nous liait à la société Myosotis, que nous devions renouveler ce marché. Ça a pris un peu plus de temps que prévu pour les aléas de calendrier. On a donc lancé une première fois, puis lancé enfin le marché qui nous est soumis ici ce soir, sur lequel nous avons eu une seule offre, qui est la société Cohesio, qui est située à Valence, qui est, je crois, un partenaire, un prestataire de rang national, et qui nous propose une location annuelle du parc pour 12 696 € hors taxe et un prix de copie à 0,004 € hors taxe en noir et blanc et en couleur à 0,038 € hors taxe. Je précise que les appareils sont programmés pour que la couleur soit l'exception. Et donc, par défaut, c'est du tirage noir et blanc. De la même manière que le choix a été fait de s'orienter vers des copieurs reconditionnés à neuf, mais reconditionnés, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur la création d'un parc nouveau, et ce qui permet de faire une seconde vie sur les matériels qui vont être installés. Ça permet du coup, pour un tout petit peu de matériel de plus et du matériel remis à neuf, de repartir pour 4 ans au prix qui était sensiblement celui que nous avions sur le précédent marché. Voilà. Est-ce qu'il y a des précisions à apporter sur... Fabrice, je me permets, c'est un prestataire avec qui je travaille, oui. Efficace dans la vente, pas toujours très réactif quand il y a besoin d'intervenir. Je ne les ai pas sur l'imprimerie, je les ai sur la téléphonie et la fourniture d'Internet. Et on est vite sur 24 heures de délai, donc sur des pannes un peu bloquantes, ça peut être gênant. Peut-être à repréciser les délais d'intervention dans le contrat pour être sûr qu'ils garantissent une efficacité là-dessus. Alors je note 2 petites alertes de prudence, puisqu'on en a eu une à l'occasion du bureau, j'entends celle que tu fais ici, et j'ai demandé d'ailleurs, Benoît, que vous puissiez aussi jeter un coup d'œil sur le contrat avant qu'on puisse le valider définitivement. Moi, je l'ai remarqué que sur les matériels de photocopie, très compliqué de se fournir. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Enfin, sur les gros lots, moi j'en ai 200, enfin un petit peu moins. Ça fait 1 an et 3 mois qu'on attend, et on va se faire livrer là. C'est tous les fournisseurs, hein, parce qu'il n'y en a pas beaucoup en réalité. Il y a beaucoup de marques,
Mais en réalité, il y a 2-3 fournisseurs mondiaux. Il suffit qu'il y ait un conteneur qui parte et qui arrive en France. Non, mais qui arrive tout le monde se jette dessus, quoi. C'est terrible. Hein. Donc, je me réjouis qu'on ait C'était l'intérêt également du reconditionné. C'est qu'on n'avait pas de délai de livraison, ça faisait aussi partie. Et on a mis dans le contrat des clauses avec pénalité sur les délais d'intervention. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur ce sujet? Je vais donc mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. On en vient au point numéro 6 avec la zone d'activité. Non, au point numéro 5, c'est ce qui me semblait. Avec un sujet très important et très attendu, qui est une régularisation foncière, une partie de chemin rural dit de Saint-Laurent-de-la-Côte à Moutier, qui nous conduit à une vente de la commune des Belles-Villes vers la communauté de communes Cœur de Tarentaise. En fait, c'est un tout petit bout de foncier qui nous manque dans l'enveloppe de l'usine de la Raja. Voilà. Et cette petite parcelle nous bloquait la vente de l'usine de la Raja à l'entreprise Vorgé. On a validé cette vente à l'entreprise Vorgé il y a des mois, peut-être même plus d'une année. Voilà. Et ce dossier était bloqué parce qu'au moment de la signature de l'acte, il est apparu ce petit bout de chemin qui du coup était du VP, qu'il a fallu déclasser, et puis qu'enfin nous puissions procéder à cette vente. Donc on est ici sur l'atterrissage d'un sujet qui nous a beaucoup occupé. Daniel. Il semble de mémoire, j'en déduis que ce chemin a été, comment dire, l'usine bloquait ce chemin, a été construit sur ce chemin depuis très longtemps. Il n'y avait même plus de passage possible. Absolument. Alors, le chemin, d'ailleurs, On est en théorie. l'enquête publique n'a pas posé de problème sur la déclaration, parce que personne ne l'utilise, c'est un chemin qui n'existe plus. Il n'existe plus. C'est simplement une application graphique Il existe sur les plans. qu'il a fallu régulariser. Si, on a bien un qui n'est pas sur plan et qui s'est décalé naturellement dans le prolongement de la parcelle, le long du ruisseau du cours d'eau. La nature n'aime pas le vide, donc si on veut passer, on finit toujours par trouver une place pour passer. En tous les cas, cette vente n'aura pas d'impact sur les usages autour et nous permet de finaliser cette vente qui était, on doit bien le dire, attendue depuis maintenant très longtemps. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce sujet? Des questions? Je propose donc que nous adoptions cette délibération. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. On en vient au point numéro 6 avec la zone de la Contamine, sur laquelle nous avons un lot qui s'est libéré, puisque le preneur que nous avions validé n'a pas fait valoir ses droits à aménagement. La retraite? Non. Aménagement. Il s'agit donc du lot numéro 4, et nous avions de longue date déjà l'entreprise Millet, paysagiste, qui avait fait connaître sa volonté de pouvoir s'installer sur le territoire, et plus précisément sur la zone de la Contamine. On vous propose donc de retenir la candidature de l'entreprise Millet et ce lot numéro 4 d'une superficie de 1050 mètres carrés et un prix de vente à 38 € hors taxe du mètre carré, ce qui fait une vente à 47 880 € TTC. Est-ce qu'il y a sur ce sujet, je sais qu'on a l'assentiment de la commune de Saint-Marcel sur le sujet, est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? Je propose donc de mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Je vais donner la parole à Jean-Paul Le Mortoli sur un point qui est très important, qui concerne la voie verte. Ce sujet qui doit nous permettre de faire la promotion des mobilités douces sur notre territoire, un sujet sur lequel on travaille depuis plusieurs années et sur lequel on a eu un certain nombre d'évolutions. On est donc sur aujourd'hui un projet qui est un peu plus atterri, en sachant que nous proposerons au point suivant de retenir les entreprises pour la réalisation du premier segment, c'est-à-dire depuis le territoire de la CCDA jusque le pont de la Centrale, c'est-à-dire le secteur de Biocop à Moutier. Voilà, Jean-Paul. Donc, nous allons présenter, si vous voulez bien, le tracé qui est a priori défini pour l'instant.
Donc, ce tracé qui part de la station d'épuration sur la commune de Levoix et qui se termine au tunnel du siècle, c'est-à-dire sur la commune de Saint-Marcel. Bon. Hein? M. M. Oui, l'entrée de la galerie est sur M. Je n'avais pas autre chose à dire. Donc, le tracé a été scindé en 6 parties qui vont être construites dans les années qui viennent. On va vous expliquer tout cela après. Donc, le premier tracé, le premier secteur, c'est le secteur depuis la steppe que l'on voit à l'écran jusqu'au pont de Pied qui enjambe le Doran en face de Biocon. Donc ça, c'est le premier secteur et c'est le secteur que normalement on va aménager cette année. Alors, il n'y a pas grand-chose à dire, à moins que tu veuilles... En fait, l'idée, c'est que vous aviez validé le projet dans sa globalité. Il y a eu des évolutions. C'était avant de valider le marché de travaux pour la première tranche de travaux. Vous dire un peu ce qui avait évolué. Effectivement, vous dire que c'est un projet qui a commencé en 2019, qu'à l'époque, les travaux avaient été estimés à un peu plus de 2,7 millions. Qu'il y a à cette époque-là des dossiers de subvention qui avaient été montés avec des subventions acquises, mais que depuis le maître d'œuvre avait fait faillite et qu'on a retravaillé avec un nouveau maître d'œuvre sur le projet qui n'avait pas été abouti. Et en parallèle, la CCVA, eux, ont avancé, ont commencé leur première partie de travaux en 2022. Et nous, suite à la finalisation de ces études sur l'ensemble des 6 secteurs, on vous présente aujourd'hui le démarrage du secteur 1 dans la délibération suivante, mais en vous précisant que l'ensemble du projet aujourd'hui a un coût de travaux estimé à 4,8 millions travaux plus études. 4,8 millions. Donc ça a beaucoup évolué par rapport au premier projet. C'est ça qu'on voulait vous présenter. C'est un coût de travaux ou un coût vécu des travaux? Avec les études. Coopération. D'accord. Ouais. Et sur les subs, on a combien sur ce 4 millions? On te le présente juste après. Non, mais continue. Ouais. Juste dire qu'effectivement, on a des secteurs qu'on a découpés en 6 secteurs avec certains secteurs assez grands parce qu'il y a déjà des aménagements existants et que ce sont des coûts de travaux un peu moins importants. Les secteurs ont été plutôt identifiés au-delà de la question technique sur des aspects financiers pour être en capacité de faire au fil de l'eau avec une grosse contrainte qui est l'estacade pour passer de Saint-Marcel à Moutier au niveau de la voie rapide qui à elle seule coûte un peu plus d'1 million d'euros et qui techniquement est assez contraignante. Voilà à peu près, ou en tout cas au niveau pro, le coût des travaux tels qu'ils ont été chiffrés, ce qui fait 4,2 millions de travaux et donc 4,8 millions avec les études et les aspects fonciers. Si on revient sur chacun des secteurs, au niveau de la steppe, on a différentes contraintes, un flux de véhicules à gérer avec une station d'épuration au bord de l'Isère et des manipulations avec des camions qui font plusieurs tonnes, où donc on a décidé de faire une aire de retournement pour la gestion de la station d'épuration, complètement étanche, fermée pour pas que ça croise les vélos et les piétons. Une problématique de lave torrentielle qui nécessite de faire un berceau pour sécuriser la piste ou la voie verte. Des éboulements qui ont eu lieu de manière importante l'an dernier, mais avec déjà des éboulements précédents un peu moins importants qui ont fait que
le syndicat avait déjà réalisé des merlons et mis en place des filets de protection, mais qui nécessitent un merlon supplémentaire, sachant que le dernier éboulement a failli toucher une pile du viaduc. Une emprise sur la carrière existante, parce que compte tenu des camions qui passent, il y a un deuxième point dur où le fait que les flux se croisent était dangereux. Donc on va créer une route parallèle pour que les camions puissent passer. C'est une zone où il y a beaucoup de renouée du Japon, qui est une plante invasive qui va nécessiter des interventions spécifiques au moment des travaux. Et puis le pont de Moutier, qui est vraiment le goulot d'étranglement à l'entrée, mais qui, après étude, confirme que on peut continuer à passer, les camions également, mais qu'il ne faut pas faire trop de travaux dessus. On va le dire comme ça. Donc, le plan était pour vous montrer justement, la station d'épuration est là, c'est le bâtiment qui est là, et on est obligé de créer donc une aire de retournement, de fermer avec des barrières, et vous voyez en vert la voie verte qui est complètement autonome. À cet endroit-là où il y a beaucoup de manœuvres. Par contre, sur le reste de la voie verte, ça sera un partage de voies entre les véhicules liés à l'exploitation de la station et la voie verte. Là, on affiche le berceau qui est nécessaire. Un merlon de sécurité est nécessaire, mais on attend que la DIR, dans le cadre de la gestion du viaduc, fasse elle également des travaux. Et puis on sort là par le pont de Moutier. Ça, c'est le secteur qu'on vous propose de réaliser dès cette année, du fait de la jonction avec la piste qui a été faite du côté d'Aigueblanche, et le fait de permettre aux gens de pouvoir aller de Moutier à Aigueblanche en vélo. J'ai expliqué, donc c'est le planning. En gros, il y a 5 mois de travaux sur cette phase. On va démarrer début juillet, finir mi-novembre. Le phasage qui est proposé, mais qui relèvera des votes de budget, serait de faire donc la partie STEP cette année, l'estacade l'an prochain, et je reviendrai dessus. Tout ce qui est, puisqu'on travaillerait de l'estacade vers la descente pour l'accès à l'estacade, donc en 2025, ainsi que Moutier, et puis Saint-Marcel et Pomblières en 2026. Et ce qu'on disait sous réserve des capacités financières. Je vais passer rapidement. Vous aurez donc dans le compte-rendu le tracé exact proposé aujourd'hui, les différents passages. Ce qu'il faut noter côté Moutier, c'est qu'on va avoir des zones de rencontre où les véhicules et les vélos se partageront la voie, devant la MCI en l'occurrence. Qu'on mettra également des aménagements sur la place Sainte-Victoire pour pouvoir permettre aux gens de stationner et d'aller visiter la ville également. La question et la problématique au niveau de l'estacade, premièrement, c'est son coût, et deuxièmement, l'aspect technique avec la présence de laitiers qui demande d'intervenir de manière spécifique et de traiter ces déchets, ainsi que la nécessité de dossier loi sur l'eau, puisqu'on va intervenir dans l'Isère pour réaliser les travaux. Et aujourd'hui, on espère que cette partie-là, qui coûte donc plus d'1 million, puisse être prise à l'avenir en charge, que la maîtrise d'ouvrage puisse être déléguée au département, suite au vote du schéma directeur cyclable travaillé par la PTV, qui devrait être validé au mois de juin, puisque le département se propose de prendre en charge et de prendre la maîtrise d'ouvrage de 2-3
gros ouvrage très structurant et très coûteux sur l'ensemble de la Tarentaise, puisqu'ils ont bien conscience des difficultés que ça peut poser aux collectivités EPCI. Et donc, l'estacade pourrait faire partie des ouvrages délégués à la réalisation du département, ce qui enlèverait sur le coût que je vous ai présenté un peu plus d'1 million d'euros. Ah, mais il prendra en charge la réalisation aussi? Oui. Ah, d'accord, oui. Oui. Pas que la, non, la pas que la maîtrise d'ouvrage. Ah, d'accord. Voilà. Donc ça, c'est effectivement l'estacade. Après, on passe à Pomblières. Le projet côté Pomblières, travailler avec les élus, nécessiterait de refaire l'entrée de Pomblières via un vrai rond-point fait par la mairie, et également de créer une placette, ou en tout cas un plateau, une zone surélevée réaménagée devant la mairie, même si on gérerait la maîtrise d'ouvrage et les travaux pour qu'il y ait une bonne... excusez-moi, que les travaux se passent de manière correcte, il y aurait une prise en charge par la mairie de ces parties qui leur sont dédiées. Ben, si on veut continuer à accéder à la mairie, c'est ça. qu'on soit partie prenante. Exactement. Pour la passerelle. Voilà. Coactivité, je cherchais. Pour ce qui est après de la sortie de Pomblières, on a un autre point dur, on va dire. Donc là, c'est tout le passage Contamine, ce que je viens d'évoquer, et la placette que je viens d'évoquer face à la mairie. Après, on arrive sur une zone qui est assez pentue et qu'on appelait, nous, en travaillant dessus, une montée, voilà, la montée de l'Alpe d'Huez. Hein, Gilles, c'est ça qu'on dit à chaque fois. Donc, on a deux problématiques. Une pente assez importante sur une zone assez courte, la voie rapide de l'autre côté, et la casse, l'ancienne casse, où on n'a pas d'accès au foncier aujourd'hui, avec un désaccord avec le propriétaire actuel, et un ouvrage assez important à réaliser potentiellement pour pouvoir trouver des solutions. On a proposé à peu près 4-5 solutions. Aujourd'hui, la meilleure solution, ça serait d'avoir accès au foncier, trouver un accord avec potentiellement un nouveau propriétaire qui avait l'air de se profiler. Ça m'étonnerait, je ne crois pas. Alors, il n'y a rien sur ce côté-là. Donc, effectivement, la zone est avant. Pardon. Le temps, on fera aussi son œuvre. Voilà. Très en amont. Voilà, c'est dans... parce qu'on peut avoir une partie du foncier. Des années. Voilà. Donc, ça fait partie des points durs et des dossiers à continuer à travailler en parallèle de la construction des premiers secteurs. Voilà, la montée qui n'est pas simple. Parce que si on doit acheter le foncier là, c'est-à-dire qu'on achète l'ensemble, ils sont vendeurs de l'ensemble, on n'est plus à 4,8 millions. Hein. Ah oui, on n'a pas du c'est tout pas raisonnable d'acheter. identifié d'acheter. Non. On imaginait une discussion avec un propriétaire qui avait l'air de vouloir acquérir la casse. Quelqu'un, voilà. Pas sûr. Et puis on arriverait donc au AM. Donc AM à la fin, pas tout à fait. Tout à fait. Voilà. C'est chez Flux en plus, voilà. on va pas le vendre AM. On peut repasser sur la délibération. Donc Jean-Paul, vas-y. Ok, voilà, donc on vous demande un vote de principe sur la réalisation future de cette voie verte. Donc vous avez vu le tracé, vous avez constaté les coûts qui sont prévus pour l'instant. Je rappelle de 4,3 millions plus 600 000 d'études.
Les subventions acquises pour l'instant sont de 2,4 millions. On espère que le département va prendre à sa charge la construction de l'estacade, ce qui nous enlèverait environ 1 million d'euros de travaux. Voilà, donc tout ça c'est mis sur la table. Et donc on vous demande d'approuver ce projet et de valider son itinéraire. Non, c'est eux qui sont venus. Est-ce qu'il y a des questions? Moi j'ai une question, je ne sais pas si j'ai bien compris. En fait, on va commencer les travaux sans savoir si on va pouvoir finir finalement. Parce qu'il y a quand même des problèmes techniques, des problèmes financiers. Ça, je ne sais pas, je sais pas si j'ai très bien compris. Il y a au moins la liaison avec Moutier. Voilà. Pardon? Ça sera au moins fait. La Il y liaison aura avec une partie qui Moutier sera sera faite. faite. Celle-ci Quoi sera qu'il en faite. soit, il y aura une partie. Après, il y a une suite, mais il y a au moins la liaison On n'est pas avec sûr qu'on Blanche pourra aller Moutier. jusqu'au bout En finalement. fait, Si le ça devait principe s'arrêter. de la question est tout à fait juste et légitime. Le principe, c'est de se dire qu'on est encore dans un esprit d'ensemble. Donc, ce soir, on est plutôt sur une délibération de principe, qu'on pourrait qualifier de délibération de cadre par rapport au dossier, en sachant que chaque section, que Stéphanie et Jean-Paul ont rappelé, nécessitera ensuite des délibérations pour qu'on puisse faire avancer le dossier. À ce stade, il faut qu'on reste optimiste et ambitieux, ce qui a toujours été le cas ici, et se dire que voilà à quoi ça doit ressembler une fois qu'on aura terminé. Ça ne dit pas, c'est pas un engagement dans le marbre du fait qu'on le fera. Voilà. Par contre, ça traduit notre volonté et l'ambition qui est la nôtre. J'y vais, Claude. Oui, Il faut la oui, je voulais simplement rajouter que par rapport au fait qu'on se pose des questions sur est-ce qu'on arrivera à la terminer, sachant que la voie verte qui est prévue sur toute la Tarentaise a aussi des grosses difficultés à se faire entre M et Saint-Maurice. Le haut de la Tarentaise est bien équipé, il y a effectivement des gros problèmes techniques et peut-être aussi financiers sur ce secteur-là. Donc, il faut quand même avancer, et c'est ce qu'on essaye de faire par secteur. Et ce qui serait d'autant plus dommage de ne pas aller à Pont-Blière, je dis pas ça parce que je suis Pont-Blière, c'est que l'État a déjà pris en charge tout le long de la nationale en rive gauche, sur pratiquement 2 km, c'était payé par l'État. Elle existe déjà, elle est faite là. Donc ce serait dommage de ne pas utiliser ça en faisant les 2 raccordements de chaque côté. Voilà. Voilà. Évidemment, je ne me pose pas ce projet, c'est pas le sujet, mais c'est des sommes très importantes. Oui. On est capable de mobiliser 5 millions d'euros pour 8 km de piste cyclable. C'est quand même des sommes très importantes. Et je vais mélanger un peu les choux et les carottes, mais on était l'autre jour au CIRS, et là on est incapable de mobiliser le crédit, à l'instant T en tout cas, sur le territoire on est capable de mobiliser 5 millions d'euros pour 8 km de piste cyclable, et on n'arrive pas à trouver un financement pour l'instant pour rénover un EHPAD, tous les logements de personnes âgées. Voilà, alors tu mélanges tout. Globalement, politiquement, sur le territoire, on est bien en charge de l'ensemble de ces thématiques. Et donc, ça me taquine un petit peu, je vous dis honnêtement. Ça me taquine un petit peu. Un sujet à derrière. Je crois Mais avec qu'on discute vraiment à un moment donné de ce foyer, justement, qu'on discute de la BC. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour ça? Mais en fait, la discussion Mais Claude a tout à fait raison, il y a juste une différence de taille entre les deux. C'est que le CIRS vit avec les financements des communes, alors que la Comcom les gagne. Oui, Et c'est une différence fondamentale entre. Globalement, ce territoire. Oui, non mais, par contre, je te rejoins complètement sur le sujet. Mais je veux dire, c'est la différence fondamentale. C'est la différence fondamentale. Et ce qui fait la différence avec entre un syndicat et une communauté de communes, c'est précisément ça. Le CIVOM a toujours fait du bon travail, puis on a été élu pendant des années. Le CIVOM a fait du bon travail, mais le CIVOM n'a jamais été sur le structurant. On a su faire du structurant à l'échelle intercommunale depuis qu'on a créé la Comcom. Parce qu'on a ce levier fiscal. Et les communes ont fait des investissements de la même manière parce qu'elles avaient le levier fiscal.
Le CIRS n'a pas de levier fiscal. Quand on s'est posé la question, et je dis ça sous le contrôle de Dany, on s'est posé la question à un moment donné de savoir qui devaient être les membres du CIRS. Est-ce que ce sont les Comcom ou est-ce que ce sont les communes? Dès lors qu'on met deux Comcom, c'est comme si on faisait un service unifié. On est en capacité de le lever tout de suite des fonds par l'impôt, parce qu'à un moment donné, on fait un choix stratégique de savoir comment est-ce qu'on va répartir l'argent qu'on n'a pas d'ailleurs, mais en tous les cas, qu'on est en capacité de mobiliser. Et c'est ça toute la différence. Parce que pour aligner, à l'époque c'était 16, c'est un peu bon aujourd'hui, mais quand il s'agit d'aligner toutes les communes du CIRS pour aller porter un projet, eh bien, on connaît la complexité de ce que ça représente. Voilà. Et que les sciences molles, les compétences molles, ont toujours beaucoup plus de mal à mobiliser les moyens que ce qui semble beaucoup plus gratifiant, qui est le béton et le goudron. Voilà. Il y avait Daniel Sandra. Oui, j'ai une petite question. L'avocat viendra au département prendre en charge les statuts. Quelle est l'influence sur le montant des subventions qui sont faites pour eux? Alors, c'est là où il faut qu'on ait un travail prospectif, et ta question elle est tout à fait juste, parce que j'avais à peu près la même truc en tête. Il faut qu'on vérifie un point. Il y a un point, pour moi, de sensibilité, c'est que l'État, dans le cadre de la compensation des travaux de la RN, a apporté un financement qui, de mémoire, porte sur les stacades. Si d'aventure c'est le cas, il ne faut pas que la partie de maîtrise d'ouvrage du département porte sur les stacades. Mais bon, ça, j'ai eu un échange la semaine dernière sur le sujet. Pour l'instant, ils sont plutôt en attente qu'on leur dise sur quoi on attend que porte la partie de maîtrise d'ouvrage du département. Il y a une délibération du plan vélo du quotidien qui est prévue à la paix de juin, 7 juin, qui permettra de définir ces choses-là. Mais par rapport aux autres territoires, on est plutôt en retard sur ce qu'il faut qu'on définisse avec eux. Il faut qu'on vérifie ce point-là en amont. Si dans l'attribution d'aide de l'État, on cite précisément les stacades, ça veut dire qu'il ne faut déjà pas emmener le département sur les stacades. C'est là, c'est le seul risque que je vois. Il y a effectivement une subvention dédiée à l'estacade, au-delà de l'aide de l'État, qui est celle de l'ADREAL. Alors, attends, juste Sandra, c'était bon? Oui, c'est juste que tu expliques le financement du CIRS, mais du coup, est-ce que nous, ici, on ne pourrait pas se dire, à un moment donné, il y a tous ces projets qui arrivent, les projets sportifs, les projets comme cela, et puis on sait qu'à côté, il y a quand même ce foyer qui est en difficulté. Est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas choisir et se dire, finalement, le côté sportif, on va donner à autre chose, des bons projets, parce qu'on tient quand même à donner sous la forme d'une subvention, je ne sais pas comment ça peut se manifester pour moi, mais en tout cas, on met de l'argent de côté. Et ça se fait ça. En fait, alors on revient tout de suite sur ta question après, il faut qu'Annie s'exprime sur le sujet. Il y a un moment donné, on s'est posé la question, en 2019, de la manière avec laquelle le CIRS devait être organisé. À l'époque, le choix n'a pas été fait de dire c'est communautaire. Moi, j'étais plutôt favorable à cette idée-là, justement sur la question des financements. Ce n'est pas le choix qui a été fait. Donc, acte. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas, nous, intervenir sur le CIRS, dès lors que c'est les communes. L'organisation des champs de compétences entre les communes et les Comcom, c'est un choix qu'on fait à un moment donné, et ensuite, ce que fait la Comcom, la commune ne le fait pas. Aujourd'hui, le champ de compétences du social, je mets la cohésion entre parenthèses, parce que ça reste un sujet compliqué, mais en tous les cas, le champ du social, il est opéré par le CIRS, pour le compte des communes. Donc aujourd'hui, le financement de la résidence ne peut venir que par les communes. Par le CIRS ou par qui d'autre, mais en tous les cas, la compétence, elle est aux communes qui l'ont confiée en opération, en réalisation, en études et en réalisation, c'est le nom du CIRS, pour le compte des communes. Donc tant qu'on n'a pas décidé autrement de cette affaire-là, le financement, il se fait par là. Ce qu'on peut faire pour aller au bout de ton raisonnement, c'est de dire, par exemple, on décide de baisser les impôts. Ce que je vais dire est de la théorie, parce qu'en réalité, je considère qu'il ne faut surtout pas faire ça, parce que ça serait une connerie.
ça serait une connerie d'un point de vue opérationnel. Mais on pourrait très bien considérer qu'on freine les investissements de la Comcom, qu'on baisse nos impôts communautaires et que les communes augmentent leur fiscalité pour dégager une marge de manœuvre qui est fléchée vers le CIRS. Ça serait une connerie, parce que c'est une usine à gaz qui fait que le contribuable ne comprend plus rien. Mais c'est le seul moyen qu'on pourrait avoir, parce qu'aujourd'hui, un fonds de concours de la Comcom vers le CIRS, d'abord, serait une erreur, parce qu'on n'est pas sur le même périmètre d'intervention, puisque la CCDA est en intervention aussi sur le CIRS, de la même manière et par le champ des communes. Donc ça serait une usine à gaz qui n'aurait pas de sens, et c'est, de mon point de vue, le seul levier que j'imagine à ce stade. Mais on a fait une demande d'étude pour la gouvernance. Hein. On revoit ce fonctionnement. Et le résultat doit nous être communiqué courant juin. Donc on verra où on en est, qu'est-ce qu'on peut envisager. Mais c'est vrai que les exemples qu'on a concernant la réhabilitation d'une résidence, on s'est bien rendu compte que si la compétence était à la Comcom, les financements étaient plus aisés. Pour les exemples qu'on a eus, auxquels on s'est rapproché, en Normandie, entre autres, eh bien, il y a un financement des communautés de communes, parce que ce n'est pas la même gouvernance que nous, le syndicat intercommunal. Voilà. Et donc, peut-être que pour sortir de là, il faudra envisager autrement. Mais ça, l'étude va nous le dire, l'étude Agathe va nous le dire. Ça va nous aider à réfléchir. Ce que dit Annie, c'est finalement en quelque sorte ce qu'on a fait sur la petite enfance. Sur la petite enfance, on a décidé d'un accord commun avec le CCDA de reprendre ce champ de compétences. Bilan des courses. On ouvre 10 places en septembre prochain. Il fallait mobiliser quelques moyens. Alors pour le coup, c'est presque envie de dire des menus moyens, on regarde le reste. Mais les menus moyens, on ne s'est pas posé de questions très longtemps. En 1 heure, on avait réglé notre problème. Et on a déjà un projet complémentaire qui est dans les tiroirs, sur lequel on avance aussi avec du côté des Blanches. Parce que la capacité à mobiliser les moyens n'est pas la même. Voilà. Il y a un point qui peut être regardé, qui était celui que moi j'avais en tête en tous les cas en 2018-2019, c'est que le CIRS continue d'exister. Sauf qu'en réalité, il n'y a plus, je ne sais plus combien de communes maintenant, mais à l'époque il y en avait 16, voilà, 9, il n'y a plus 9 communes, il n'y a plus de 2 membres qui lèvent l'impôt, et ça change fondamentalement la demande. Après, on peut aussi très bien se dire, on ne change absolument rien de tout ce qu'on s'est dit jusqu'à maintenant, les communes décident toutes de faire un bond pour financer le projet. Mais en tous les cas, dans les choix d'arbitrage qu'on doit faire, effectivement, c'est légitime de se dire on est capable de faire ça, mais de la même manière, on le disait déjà il y a quelques années, on va mettre autant d'argent dans la piscine, on n'est pas foutu d'en mettre autant dans le CIRS. C'était exactement le même raisonnement que tu évoques tout à l'heure. Et il y a un moment donné où il faut effectivement qu'on se pose la question. Sauf que comme les champs de compétences ne sont pas les mêmes, en réalité, il y a une étanchéité entre ce qu'on fait ici et ce qui se fait dans les communes. Et on pourrait se poser exactement, la même question sur les zones de la planche, et on pourrait se poser, je vais plus loin dans le raisonnement, exactement la même question, des investissements de nos propres communes, alors que c'est l'argent des communes qui finance le CIRS. Et là, pour le coup, la question, elle serait beaucoup plus légitime encore, je dirais, parce que pour le coup, on est dans la même sphère de financement. La sphère communautaire ne finance pas le CIRS. Oui, d'accord, mais le contribuable, il les comprend. Voilà les investissements. En tous les cas, sur les investissements de nos communes, on pourrait se poser la question en disant, est-ce que j'ai besoin j'en sais rien quoi, moi, de refaire cette route, plus que de donner plus d'argent aux sciences pour pouvoir réaliser le projet. Voilà. Il n'y a pas de possibilité de prendre cette compétence? Si, c'est précisément ce qu'a mis oui, mais travail Agathe va nous aider à réfléchir là-dessus. En tous les cas, en 2018, la question s'est posée, et le choix à l'époque, il avait été fait plutôt d'éloigner
cette orientation-là. À l'époque, en 2018, on a dit 3 choses. Mais il y a le fait qu'on est sur 2 communautés communes qui est bloquant. J'allais venir là-dessus. Voilà, on doit avoir un CCAS par... et là, c'est le problème. Mais il y a peut-être des solutions autres. En tous les cas, en 2018-2019, on a fait 3 choix qui étaient majeurs, qu'on a conduits. Le premier, ça a été de dire on ne scinde pas le CIRS en 2, c'est-à-dire par Comcom. Deuxième choix qui a été fait, qui a été de dire reprise de la compétence de la petite enfance, qu'on a conduit en 2022. Troisième choix, le financement reste assuré par la commune. Mais il y a... Alors, Noir et Échat. Juste, on a une enveloppe financière pour la rénovation de notre foyer. Oui. Donc, elle est en train de se faire. Bon, elle est de l'ordre de 15 millions. D'accord. C'est 15 millions de travaux. 13 à 15 millions. Et là, on a des financeurs, j'imagine, qui vont... Non, pas plus que... Non, c'est pour ça que c'est bloqué. Le département subventionnerait? Non, pas le département. On a un peu la CARSA. C'est des résidences, c'est une résidence autonomie en fait. Donc on fait des petits financements. Non, mais sur les EHPAD. Non médicalisés, non mais j'entends bien, mais quand même. Aujourd'hui, même le département intervient sur l'animation, essentiellement. C'est tout. C'est tout. Mais je pense que, hormis tout ce qui se discute sur ce dossier qui est difficile, hein, je pense qu'il y a un partenaire essentiel qu'on n'oublie pas, je pense qu'on a tous dans le tête, qui s'appelle l'OPAC. Et l'OPAC, je vous rappelle qu'il est propriétaire, que ce soit avec Blanche ou à Salins, de l'équipement, et qui, je vais utiliser un mot un peu difficile, mais qui, à la limite, s'est engraissé, entre guillemets, sur le CIRS, en touchant tous les loyers qui ont été versés normalement, bien évidemment, mais qui n'a jamais mis ce rapport financier de côté de l'argent pour prévoir, parce que quand on voit l'état dans lequel l'équipement de Salah, c'est abominable, qui n'a jamais envisagé, prévu de mettre de l'argent de côté pour faire des travaux, ne serait-ce que du colmatage. Le colmatage, je vous rappelle, a été souvent fait par le CIRS, que ce soit surtout intérieur, et ça, ce partenaire, je pense qu'il n'a pas rempli totalement ses responsabilités. Il est aussi responsable que nous pouvons l'être. À une hauteur assez importante, il me semble, il prend, mais il dit non, moi je ne peux pas. Voilà. Donc, bon, Sahani est sur le coup avec le président de l'OPAC, on attend les retours de ça va pas arrêter de rester avec l'entretien qui va être mis. J'imagine qu'on a dû négocier. En fait, le juge de paix, Aïcha, sur ce que tu dis, c'est de se dire, au bout du bout, combien est-ce qu'on a payé sur cette affaire par rapport à la valeur du bien, pas sa valeur d'aujourd'hui, la valeur de construction, la charge financière qui a inévitablement dû être payée à une époque où les taux étaient encore plus élevés que ceux d'aujourd'hui, et puis l'entretien malgré tout qui a été fait, parce que je ne veux pas dire que rien n'a été fait, mais enfin, on a fait les salles de bain en 2006. Non, pas le salle. Ah non, les non, les Kinel, c'est le CIRS, c'est pas l'OPAC. l'OPAC a fait les huissiers et a construit avec un agrandissement du restaurant. Voilà, il fait quand même. Très bien. Bon, ce débat était très intéressant parce que on vous tiendra au courant. On pourra imaginer peut-être, quand les choses seront éclairées, que ici le conseil communautaire puisse avoir une information de nous. Autant sur cette gouvernance que sur l'avancement du projet de notre foyer. Voilà. Très bien. Bon, je vous rappelle qu'on parlait ici du point numéro 7. Suite à ce débat, ça m'amène à une réflexion aussi. C'est que finalement, ce n'est pas un problème de compétence, de fiscalité. C'est que nous, on arrive à lever un projet puisqu'il est financé à 50% en parlant de la voie verte, c'est l'origine du départ du débat. Et là, en fin de compte, le CIRS n'arrive pas à rénover le foyer parce qu'il n'y a pas 50% de financement. Ça, c'est ça. Ça interpelle tout autant. Voilà. Et sachant qu'on a une population Personne, aucune institution n'a fait de BIM
sont affectés à ça. C'est plutôt, ça interpelle tout autant. Sur la résidence autonomie, il faut toujours préciser cet aspect-là, parce que dans le pas champ un de EHPAD. compétences du département, les EHPAD y sont, et avec d'ailleurs des aides qui sont conséquentes, plus que ce qui se pratique ailleurs. Enfin, moi, je Oui, parce que c'est volontariste. 15 millions, C'est volontariste par rapport au 15 départ. millions, quand bien même on les partagerait avec la CCVA, c'est intenable pour la santé. Ça ne marche pas au niveau de la communauté de communes. Les choses soient claires. S'il n'y a pas de subvention derrière, quand bien même on en prendrait 10, enfin, tu vois, en se répartissant avec la communauté de communes, vu le PPI et la situation, je prends l'exemple un peu de Pauline en parlait mieux que quiconque, c'est intenable. Enfin, quelle que soit la gouvernance, il faut que les choses soient claires. Non, mais moi, votre avis, Non, mais forcément, l'investisseur, c'est pas une donne qui va rentrer pas comme ça. Sinon, ça ne peut pas marcher. Donc, il se refait le long terme des loyers, parti. Parce qu'elle a été au départ avec le pacte. Sinon, ce n'est même pas possible de les y penser. Même la communauté de communes n'auront jamais les moyens de mettre des sommes pareilles. Donc, on a une échéance. On est au 1er janvier 2026. On n'aura plus l'agrément de département. Bon, voilà, je ne voulais pas mettre le feu. Non, pardon, mais puisqu'on en parle, voilà. Oui, non, mais C'est une échéance ou une épée de Damoclès? Bah, c'est une épée. Oui, ça ressemble. Hein. Ben oui. Vous parlez du département et que la compétence sociale, je crois que le département a une grosse part. J'imagine qu'ils font ce qu'ils peuvent, mais est-ce que là, au vu de l'urgence, ils sont, enfin, j'imagine qu'ils vont être sollicités, mais est-ce qu'on ne peut pas faire plus, je ne sais pas. Après, il y a un positionnement qui est pris sur le type de service qui est offert. C'est pas un EHPAD. Non. Et ça, c'est un choix qui appartient au territoire, Oui. de prendre cette orientation-là, qui est une orientation de qualité de vie, une forme d'orientation plutôt intermédiaire, avant ce qui relève de la sphère qui est augmentée d'une volonté propre à la Savoie. Et voilà, et il faut bien qu'on ait ce truc-là en tête. Le sujet, il est malgré tout complexe parce que ça semble assez simple dans l'absolu, mais quand on rentre dans le détail du bidule, c'est quand même particulièrement complexe. Enfin, il me semble que le fonctionnement, enfin pour ce que je cherche, je ne suis pas trop dans le milieu, mais le fonctionnement du foyer, c'est une sorte d'autonomie avec, on va dire, une assistante médicale qui est quand même une assistance sociale alors qui est moindre qu'un EHPAD et donc moins coûteux. Et en fin de compte, c'est un fonctionnement intermédiaire qui, je pense, qui est quand même intéressant et qui demande à être développé, j'imagine. Qui correspond à des attentes actuelles quand même de personnes qui veulent pas, qui peuvent plus rester à domicile, mais qui veulent pas encore rentrer en EHPAD. Et donc du coup, c'est vraiment l'intermédiaire. Il y a le principe de réalité qu'il va falloir. Voilà quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et l'étude d'opportunité a prouvé que le besoin était là. Excusez-moi, la localité, il faut qu'on atterrisse. Si aujourd'hui, il n'y a personne qui nous finance sur un projet à 15 millions au bas mot, on verra à l'arrivée combien ça sort. Qu'aujourd'hui, effectivement, moi je veux tout, honnêtement. Proposer à la population une alternative à l'EHPAD, ok, mais entre rien aujourd'hui, parce que c'est ça la vérité, on va avoir rien, et éventuellement travailler sur un EHPAD ou autre chose, je préfère avoir quelque chose plutôt que rien. Voilà. Après, il faut étudier, voir ce qu'il est possible de mobiliser au titre de la première hypothèse, et voir sa faisabilité. Ok, mais à un moment donné, il va falloir qu'on atterrisse, parce que l'échéance, elle est proche, elle est très proche. Bon, je me dois de ramener le sujet sur les questions du Conseil communautaire. Ce débat était utile. Il appelle que nous y revenions, Annie, quand on aura des éléments complémentaires, et évidemment sous ta présidence, qu'on puisse regarder ça. Nous parlions de la voie verte et de son itinéraire global, et Hubert avait une remarque, une question sur le sujet. Ma remarque est simple, je reviens sur le financement de la voie verte. Bon, on a bien, je crois que tout le monde est d'accord en ce qui concerne le CIRS, visiblement, mais bon, on est bien sur deux voies parallèles qui ne se rencontrent pas, avec des financements différents, puisque malheureusement c'est comme ça. Bon, mais pour revenir donc la voie verte, afin de bien comprendre,
si tout fonctionne bien, ça coûterait moins d'1 million. Non. 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 Voilà, c'est pour ça que je pose la question. Je crois pas, parce que si tu calcules, enfin moi j'ai pas compris. Si on a 4 millions 3. Moins C'est pas 2 4 millions 450. c'est déjà 4 850. Oui, mais même 4 1 850. million quoi. Moins 2 millions 4. Moins 1 million. Voilà. Si, ça fait moins d'1 million. Si on enlève 2 millions 4 de subventions acquises, est-ce que je le vois, et si le département met 1 million, On reste 850 000. Oui. Quand on aura tout mobilisé, on dira que ça coûte qu'1 million. voilà. Non, mais Ouais, c'est pas ça. c'est pas ça. Je suis d'accord, mais la façon dont c'est présenté, on a 2,4 millions de subventions acquises. Bon, si le département s'engage sur 1 million, et je voulais poser d'ailleurs la même question que posée, sachant quid des subventions qui ont été versées et qui concernent l'ESTACAD. Donc, voilà, c'est pour essayer d'être pragmatique. Parce que, en fait, si le département nous suit, et apparemment tu as l'air de dire que ça serait le cas, Fabrice, donc on est sur un investissement d'1 million. Oui, si on aligne toutes les planètes, on est à 1 million. Voilà. Si on aligne toutes les planètes. Oui, c'est si. Oui, non, mais en fait, 2,4 millions, les subventions sont acquises. Oui. Donc il manque 1 million. Et après, à vérifier ce problème de subvention concernant l'ESTACAD, mais je pense qu'on devrait pouvoir y arriver. J'aimais bien une prudence. En tous les cas, à ce stade, de toute façon, pour avancer, il faut qu'on ait validé un plan d'ensemble. C'est précisément le sens de la délibération de ce soir. Oui, mais quand on valide, il faut savoir ce qu'on valide. On valide un principe. Un principe, mais derrière, il y a de l'argent. On valide un principe, et ensuite on validera, on votera des programmes de travaux, des budgets associés. Ce qui compte aujourd'hui, c'est notre PPI. Et là, c'est le principe de cet itinéraire. Et on ne peut pas voter un itinéraire si on n'a pas des coûts associés. C'est précisément le centre de la ville. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur cette délibération? Je vais donc mettre en voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. On en vient au point numéro 8, qui est directement dans le prolongement, qui consiste à attribuer le marché de travaux pour le secteur numéro 1. Jean-Paul. Voilà, donc le secteur qui va de la steppe au pont de Moutier sur le Doron. Donc on a fait un appel d'offres. On a fait le marché de travaux en 2 lots. Un lot 1, terrassement réseau, voirie, aménagement périphérique. Et le lot 2, signalisation routière et signalétique. Donc il y a eu 3 ou 4 entreprises qui ont répondu. L'analyse des offres a été faite sur les lots 1 et 2. Et donc, en conclusion, on vous propose pour le lot 1, c'est-à-dire le lot le plus important, l'entreprise Locatelli pour 770 939,76 et avec une prestation supplémentaire éventuelle qui est l'enrobé sur la voirie des camions qui va passer dans la carrière. On n'a peut-être pas compris tout à l'heure, on va l'expliquer, mais on va séparer les flux au niveau de la carrière. Les vélos vont continuer à passer par la petite route qui fait un dos d'âne d'ailleurs, qui est accolée à la 2.2. Et nous avons l'autorisation d'EDF qui est propriétaire de la carrière pour qu'on puisse passer les camions devant la steppe. Pour pouvoir
pérenniser cette voirie, on vous propose de l'enrober pour que, au niveau surtout du déneigement l'hiver, on ne soit pas obligé de refaire la voie toutes les années. Voilà, donc le PSE, la PSE est de 48 362,90 € hors taxe. Donc pour ce lot numéro 1, donné à l'entreprise Locatelli. En ce qui concerne le lot 2, qui est la signalisation routière et la signalétique, déjà on ne va pas faire la signalétique cet hiver à la fin des travaux. On préfère la reporter au printemps prochain pour éviter qu'elle soit déjà complètement abîmée par les chasse-neige. Donc au niveau du lot 2, c'est la société Axialis qui a été retenue pour un montant de 56 820 € hors taxe. Donc le total de cette première tranche est 876 122,66 € hors taxe. Merci Jean-Paul. Hubert. Oui, je suis désolé, je reviens sur la décision de principe qu'on a votée. Il me semble qu'il a été dit que dans le 1 million d'euros du département, qu'il y avait des travaux de compris dans ce million d'euros. Il y avait la maîtrise d'œuvre plus les travaux. Pour les stacades. Voilà, pour les stacades. Mais il me semble que dans la délivre, on a marqué que la maîtrise d'œuvre, sauf erreur de ma part. Dans la délivre. Non, ils prennent la maîtrise d'ouvrage. Oui. Ils prennent la maîtrise d'ouvrage. Oui, maîtrise d'ouvrage. Oui. Donc les travaux sont dedans. Donc, La maîtrise d'ouvrage, c'est qu'ils oui, deviennent. mais Voilà. c'était pas maîtrise d'œuvre. Non, c'était maîtrise d'ouvrage. C'était maîtrise d'ouvrage. Donc c'est bon. Ok, on en revient donc à cette délibération numéro 8, le rapport de Jean-Paul. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions? On va donc mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Jean-Paul, on continue avec l'attribution des marchés de travaux de rénovation énergétique des gymnases Barbier, Baronnassier et Tartaras. Donc, vous vous rappelez qu'on a déjà commencé à rénover les deux gymnases Baronnassier et Tartaras l'année passée, en tranche 1. Et nous allons continuer à améliorer ces gymnases au niveau étanchéité et isolation. C'est pour ça qu'on vous propose de faire 2 tranches de travaux, une tranche barre d'acier en 2023 et une tranche numéro 3, Tartara, en 2024. Donc on va pas faire les 2 gymnases cette année. Alors cette année, pour le bar d'acier, il est prévu l'isolation thermique des murs par l'extérieur, la rénovation des façades, la rénovation intégrale des vestiaires sanitaires, la rénovation de la grande salle au niveau des murs et la régulation pour le fonctionnement de la cluse de récupération des eaux pluviales. Tranche 3, Gymnase Saint-Taras, c'est à peu près les mêmes travaux, plus un remplacement de vitrage dans les vestiaires. Donc, nous avons lancé une consultation en divisant le marché en 6 lots, 7 lots. 6 lots communs entre Barre d'Acier et Tartaras, c'est-à-dire d'une année sur l'autre, et un lot numéro 7 pour la gestion technique centralisée que l'on fera l'année prochaine. Il y a également des prestations supplémentaires éventuelles dites PSE que l'on a proposées. Donc il y a PSE1 et PSE2, c'est poser des revêtements de bureaux en lino dans les grandes salles. Cette PSE n'a pas été retenue.
On a retenu par contre une plus-value pour une peinture résistante aux marques lessivables. Ensuite, PSE 6 et 7, ça concerne surtout l'électricien, c'est de rajouter des sous-compteurs électriques par usage pour qu'on ait une vision propre et nette des consommations de chaque local. Et ensuite, une PSE 5, qui est la régulation de la cuve de récupération d'eau de pluie. Vous savez qu'on a installé une cuve pour récupérer l'eau des toitures qui va nous servir à arroser le stade. Donc on ne sera plus dépendant, logiquement, du réseau de la commune. Alors, bon, je passe au détail, il y a 2 lots qui n'ont pas été souscrits, mais bon, on a trouvé quand même des entreprises plus tard. Donc, au total, ce qui va être accepté, je l'espère par vous, donc l'analyse des offres, elle reprend les lots suivants. Le lot 1 qui sont les bardages métalliques qui est attribué, si vous le désirez, à Atelier Bois et Compagnie, qui a déjà travaillé sur les gymnases l'année passée, pour 289 000 et 306 000. Le lot 2, isolation par l'extérieur, la SARL BMI, pour 43 000 et 80 000. Le lot numéro 3, les menuiseries extérieures et intérieures bois, à la SAS KPI, pour 25 000 et 48 000. Le lot numéro 4, cloison, peinture, plafond et sol, destiné à la SAS KPI, donc la même que pour le lot 3, pour 64 000 et 25 000, y compris et plus les 2 PSE de 6 008 et 4 009. Pour le lot électricité courant faible, on a choisi M2 ELEC pour 27 545 et 27 225, plus les 2 PSE de 1956 et 4 908. Le lot numéro 6, qui est important, c'est le lot chauffage sanitaire ventilation. On a eu une seule réponse, donc on va accepter cette offre de la société RFR pour 105 000 et 100 000 du côté de Tartin, avec un PSE sur barre d'acier de 1 000 € et 0,68. Le lot numéro 7, qui est la GTC, la gestion technique centralisée, qui est affectée en 2024 et qui est dévolue à la société M2EI pour 23 000 € en taxe. Donc tous ces montants ont été négociés. Je ne vais pas vous faire le détail de toute l'analyse des offres, mais la plupart donc, ont accepté de réduire un peu le prix qu'ils avaient proposé. Merci Jean-Paul. Autre sujet important, après la question de la cyclable, avec cette question des gymnases, est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? 60% avec à l'arrivée des économies. Ce qu'on a fait en toiture l'année dernière, on en a déjà profité de la dernière, naturellement. Pas de remarques, pas de questions. Je vais donc mettre le rapport au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. On en vient voir un avenant à la convention de délégation de compétences pour la commission des transports. Effectivement, comme vous le savez, on gère désormais la compétence de mobilité avec la région, au titre d'une convention passée avec eux. Au titre de cette convention, la région propose de nous subventionner dès lors qu'on réalise des études, et c'était le cas cette année, notamment pour le renouvellement du marché du transport. On s'est fait accompagner, ou l'OPC, l'OPC pour le PEN. Voilà. Mais
m'en manque un. Non, mais c'est pas celui-là qui me manquait. C'est le marché qu'on passe aussi avec Brive-les-Bains pour le transport d'écuries. Enfin bref, on a 3-4 opérations sur lesquelles la région nous subventionne pour un montant total de 70 000 €. Chaque année, on les sollicite. Hein, le TAD. C'est le transport à la demande. Voilà, c'est celui-là qui manque. Le transport à la demande. Merci Fabrice de ta vigilance. Donc la région nous subventionne à hauteur de 70 000 €. Chaque année, on les sollicite et puis on passe un avenant pour qu'ils puissent nous verser cet argent-là. Voilà. Donc il vous est proposé évidemment d'approuver cet avenant pour pouvoir faire recevoir ces deux sommes pour un montant total de 70 000 €. Merci. Est-ce qu'il y a besoin d'éclairage sur ce sujet? Des questions? Alors, je vais donc mettre au voie cette délibération pour laquelle nous prendrons par le vote. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. On poursuit Noir avec un point de détail. Ça coûte, mais ça va tout par l'échelle de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, concernant une correction du montant de participation sur le covoiturage organisé. Oui, effectivement, au Conseil communautaire de avril, vous avez été présenté le projet de covoiturage avec des montants qui étaient estimatifs. Aujourd'hui, on arrive, on atterrit petit à petit et on arrive à un projet global de 100 000 € à l'échelle de la PTD, et avant subvention fonds vert, et un montant de 10 000 €. Donc ça, ce serait le solde qui serait réglé par chaque intercommunalité, en particulier la communauté de communes cœur de Tarentaise. Donc voilà, il faut juste réviser la participation financière de la communauté de communes à la hauteur de ce que fait. Pour la porter à 10 000 €. Donc le fond du dossier reste le même. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions sur le sujet? Donc on voit, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Merci. Pour l'absence de Donna qui est excusée ce soir, je vous évoque les questions culture et tourisme, notamment une convention à intervenir entre la commune d'Amitié et la communauté de communes, s'agissant du partage des frais liés à l'organisation du départ du Tour de France le 20 juillet prochain. L'idée, on l'a déjà dit à nombreuses reprises, étant d'être sur une participation à moitié-moitié. C'est précisément le sens de la convention qui est proposée, en sachant que chacune des deux collectivités a prévu un budget de l'ordre de 30 000 € chacune pour couvrir les frais complémentaires à ceux de l'inscription. Est-ce qu'il y a sur ce sujet des précisions à apporter, des remarques ou des questions? Je vais donc au vote, des oppositions, des abstentions. Je vous remercie. Une abstention. Une abstention comme par rapport au débat qu'on a eu la dernière fois. Très bien, une abstention, je vais noter. On en vient au point numéro 13 qui concerne toujours le Tour de France, avec une convention, cette fois relative aux bénévoles qui interviendront dans le cadre du Tour de France. S'agissant de l'étape qui nous concerne évidemment, sujet qui a été soumis au CST ce matin et qui a reçu un avis favorable. L'objectif est de pouvoir, s'agissant de l'événement, de sa portée, d'une organisation très particulière, de pouvoir définir les relations qui lient là où les collectivités aux bénévoles et de préciser aussi les questions d'assurance. Voilà, cette convention, je crois que vous l'avez reçue, et l'idée est de pouvoir effectivement avoir un cadre un peu plus formel, considérant que les bénévoles sont des collaborateurs occasionnels du service public non rémunérés, c'est le que besoin de préciser. Est-ce que vous souhaitez des précisions sur ce sujet? Des questions? Je vous donc au voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. On poursuit avec le sujet de la Biennale de la danse que nous avions évoqué il y a quelques temps déjà, qui était un projet qui devait nous lier à d'autres partenaires, dont l'endroit.
dans le cadre d'un programme plus global qui s'appelle FanZone. On a lancé les démarches sur ce sujet et on s'est rendu compte que nous étions plutôt en défaut de combattants. En effet, il fallait qu'on ait au moins une cinquantaine de participants pour que le projet puisse être conduit. Or, on a à peine une quinzaine de participants. Il est donc plus prudent de nous arrêter là, de se retirer de ce projet. C'est précisément l'objet de cet avenant à la Convention qui définit que nous avons à verser une indemnité compensatrice de 1 000 €, ce qui permet de compenser les frais qui ont déjà été engagés au bénéfice de notre engagement initial, et ce qui nous permet donc d'apporter cette contribution de 1 000 € et de mettre un terme à notre engagement dans le projet global. C'est précisément le sens de cette délibération. Est-ce que vous souhaitez des précisions, des éclairages? Est-ce qu'il y a des questions? Je propose donc de mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Le point numéro 15 est un point de forme qui est relatif au règlement intérieur sur lequel on a apporté des modifications lors du dernier comité de pilotage du service unifié. Ce nouveau règlement précise notamment l'ensemble des modalités de fonctionnement avec les 3 disciplines désormais, le théâtre, la musique et la danse, ainsi que les droits, devoirs et obligations des usagers et des membres du personnel et de l'équipe de direction. Le règlement modifié a été joint, oui, à la convocation. Vous avez pu en prendre connaissance. Est-ce que vous souhaitez des précisions? Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Je vais donc mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. On a ensuite à approuver les modifications sur les tarifications liées aux droits d'inscription à l'école des arts. Là encore, c'est un sujet qui a été vu à l'occasion du comité de pilotage. On a notamment une remise de 10% aux personnes en situation de handicap et la mise en place d'une tarification adulte qui est calquée sur la tarification cycle 2 qui permet de donner un cadre aux usagers adultes qui se trouvent en dehors des cycles d'apprentissage qui sont plus ordinaires. Est-ce que sur ces sujets, il y a des remarques ou des questions? Je vais donc mettre aux voix. Il y a des oppositions, des abstentions. Je vous remercie. Et au point 17 de notre ordre du jour, une approbation des tarifs des produits boutiques de l'Office du tourisme. Là encore, ça a été vu par le comité de pilotage de l'Office du tourisme. Vous avez le catalogue, si je puis dire, de l'ensemble des produits qui est à la note de synthèse. Je ne sais pas si cela appelle des remarques ou des questions. Je vais avoir du mal à vous détailler à quoi correspond la vache alpine. Ah, c'est ben voilà, il y a des experts autour de la table, c'est une petite peluche. Oui, j'ai une réflexion. Bon, sans vouloir contrarier les élus de métier, mais du coup, on fait une demande à l'interco. En fait, est-ce qu'il y a aussi le logo de Cap Tarentaise? Parce que voilà, on fait beaucoup la promotion de Moutier. Moi, c'est bien pour Moutier, mais vu que on demande une subvention à Cap Tarentaise. On ne demande pas de subvention à Cap Tarentaise, hein. Ah non, pardon, on demande de valider les prix. On demande de valider les prix à l'intercommunalité pour une promotion de Moutier qui fait partie de l'intercommunalité. C'est bien, mais du coup, je me demandais s'il ne fallait pas mettre aussi en avant Cap Tarentaise. En fait, c'est ce qui se vend à l'office communautaire qui se trouve être à Moutier. Alors, moi, je crois, alors j'ai un avis beaucoup plus subjectif que le tien. Mais si d'autres communes souhaitaient avoir des produits boutiques à l'Office du tourisme, d'abord, il n'y a pas de problème. En tous les cas, pour Moutier, l'endroit où on vend des produits boutiques promotionnels, ça peut être que l'Office du tourisme communautaire, parce qu'un touriste ne viendra pas à la mairie pour acheter un produit boutique. Et sur des produits sous label Cœur de Tarentaise, pour nous, Cœur de Tarentaise représente beaucoup. Mais pour celui qui visite notre territoire, Cœur de Tarentaise ne veut pas dire grand-chose.
En réalité, le touriste qui visite notre territoire, il a des impacts commerciaux ou marketing territoriaux en tête. C'est évidemment nos stations, et c'est, dans une moindre mesure, le territoire sur lequel est l'office du tourisme, c'est-à-dire Moutier. Voilà. Mais après, cette liste n'est pas fermée. Il se trouve que c'est celle sur laquelle on est invité à délibérer ce soir. Si les autres communes ont des produits qui auraient pertinence à se trouver à la boutique de l'OT, la voie est complètement ouverte. Pardon, vas-y. Oui, une simple remarque, vous achetez vos porte-clés très cher. Pardon? On achète quoi? Vos porte-clés très cher. Je peux t'aiguiller là-dessus, si tu veux, tu es obligé, si tu veux vendre un produit avec le logo du Tour de France, tu es obligé de l'acheter à ASO, le prix de vente ainsi que le prix d'achat sont régulés. Voilà. La réponse c'est ça, voilà, pas le choix. À partir du moment où le logo Tour de France, tu es obligé de passer par ASO. Finalement, les porte-clés ne seront pas achetés ni vendus à l'office de tourisme parce qu'il y avait un minimum de 1 000 € à acheter pour pouvoir en bénéficier. Donc la commande a été annulée parce qu'on était à 400. Bon, c'est parfait. Quelle sagesse, Emmanuel, quelle sagesse, c'est pas vrai. Moi, je voulais simplement dire que par rapport à Mais ton ton micro, remarque. là, parce que. Pardon. Je sais pas, on ne m'entend pas, je parlais Tu plus l'as même fort. pas allumé. Oh, ben non. Dernier point du jour. Non, mais je voulais simplement dire que, suite à ta remarque, que les bénéfices de tous ces gadgets goodies vendus restent au conseil communautaire, à la Comcom. Ils ne vont pas à Moutier, c'est ça. Ah oui, oui, dire. sûr, Voilà. sûr. Non, mais c'est parce que. Voilà, je voulais juste. Mais la question de Romain, c'était de dire que quand même, cette commune de Moutier, on en faisait bien trop la promotion par rapport aux autres. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions sur cette délibération que je mets donc aux voix? Et Hubert, je vois qu'il a encore un truc à dire. Non, mais je pense qu'on a des vieux stocks du Tour de France. On pourra peut-être essayer de les écouler. Je suis sûr qu'ils sont jaunes. Bien. Allez, je mets donc ce rapport aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Comme nous en étions convenus, on donne la parole à Fabienne, à sa qualité de conseillère départementale, pour nous parler du budget citoyen. Non, moi, je voulais juste vous rappeler, parce qu'effectivement, j'espère que vous avez tous bien reçu dans les communes. Alors, je m'adresse surtout aux maires qui sont autour de la table parmi nous, que vous ayez bien reçu tous les détails de l'opération du budget citoyen du conseil départemental. C'est personnellement un projet que je trouve très intéressant, qui avait été très porteur l'année dernière, qui avait réuni pas mal de monde. Il y avait eu 31 lauréats, le budget citoyen. Ce sont des projets qui sont portés par les collectivités au sein de leur commune et qui permettent des petites améliorations, de mise en lumière de lieux ou de services ou d'endroits que vous souhaitez mettre en avant. Et d'abord, son délai a été reporté. Vous avez jusqu'au 1er juillet pour déposer des budgets, enfin des projets. Ce ne sont que des idées pour l'instant, parce que c'est vrai que c'est difficile de porter un dispositif complet d'ici au 1er juillet. C'était le 1er juin à l'origine. Et normalement, vous avez tous reçu dans vos mairies des petits flyers qui vous indiquent comment procéder. Voilà, moi je trouvais que sur le territoire, on n'est pas très informé sur ce budget citoyen. Au-delà du fait qu'après, c'est une histoire de vote et qu'on est des toutes petites communes et que donc pour que les gens votent pour nos projets, il faut vraiment les mettre en lumière. Mais sauf si je dis une bêtise, je crois qu'il y a quelque chose sur les Belgiques qui avait vu le jour à travers le budget citoyen. Voilà. Donc voilà, moi je vous invite à vous y pencher et à regarder, parce que je regrette un petit peu sur notre territoire et sur notre canton le peu d'informations qui a été fait autour de ce budget citoyen. Voilà, en espérant
qu'on le porte un petit peu mieux, plus en lumière et de manière plus détaillée à un autre moment. Mais déjà, vraiment, je vous invite. Et puis, souvent, les jeunes qui ont des bonnes idées par rapport à ce budget citoyen. Donc, voilà, si c'est porté par nos collectivités, c'est très chouette. Nous, on a un sympa, là, sur Moutier, quand on viendra vers la commune. C'est bien plus clair, parce que j'ai l'impression. Non, c'est le même. On parle du... Très bien, merci Fabienne. Si certains n'ont pas vu le flyer évoqué, il suffit de le signaler et puis on peut le faire repasser évidemment par mail à l'ensemble des élus communautaires pour être sûr que l'info soit mieux diffusée. Il y a une question, Romain. Oui, j'ai un projet de foyer à Salins. Alors au niveau du budget, le budget maximal qui peut être obtenu sur ce type de projet, c'est 50 000 €. Bon, ça bon début. 50 000. Très bien. Pour de l'animation. Au-dessus des questions diverses, des petits sujets que je souhaitais évoquer. Le club de kayak va fêter ses 40 ans cette année. Et donc, c'est le samedi 10 juin qui est consacré sur le sujet. Il y a 2 rafts qui sont mis à disposition pour faire une descente en raft que le club propose aux élus. Donc, si certains d'entre vous souhaitent s'engager dans cette affaire, vous vous rapprochez de Carsten qui pourra recenser les volontaires. Voilà. La deuxième information que je vais vous partager, elle est beaucoup moins ludique que celle-ci, et c'est plutôt une mauvaise nouvelle, mais qui renvoie encore, je dirais, au système qu'on a évoqué tout à l'heure sur le foyer logement, où à un moment donné, on se demande où sont les priorités. Du côté de l'hôpital, comme vous le savez, il y a la fameuse loi RIST, qui devait être en application en octobre 2022 et qui est arrivée finalement ici sur ce printemps, qui plafonne le salaire versé aux intérimaires. Dans l'absolu, c'est une très bonne loi, parce qu'on a pu constater des débordements qui étaient au-delà de l'entendement, voilà. Notamment quand on a des intérimaires qui s'étaient installés dans une forme de contrat durable, mais payés dans une condition d'une mission de précarité qui serait compensée par une très forte rémunération. En tous les cas, à un moment donné, on n'aime pas, cette loi est arrivée, et tout le monde s'est bien mis au diapason de la manière avec laquelle il fallait qu'elle soit mise en application. Ce qu'il faut plutôt saluer d'ailleurs, parce qu'il y a des établissements, par exemple sur la frontière genevoise, qui pratiquaient des choses totalement intolérables, et s'ils avaient prospéré dans cette démarche sans se mettre en application de la loi RIST, évidemment que ça aurait perturbé tout le système. Pour autant, le système il est quand même un petit peu perturbé, parce que quand on arrive sur la période de l'été, il faut conjuguer avec les congés, plus certains intérimaires qui du coup s'extraient du système parce que les rémunérations prévues ne leur conviennent pas. Mais il y a un effet complémentaire, c'est qu'en réalité, les établissements, en tous les cas sur notre bassin, se sont tous alignés sur le plafond. Et donc du coup, c'est plus le salaire qui fait l'attractivité, mais c'est les conditions d'attractivité générale des territoires ou des établissements concernés qui peut faire la variable d'ajustement. Et il se trouve que chez nous, en tous les cas dans le contexte du moment, on n'a pas des grands facteurs d'attractivité à proposer au personnel, et notamment aux médecins, puisque c'est ce dont on parle. Pour faire fonctionner le court séjour à Moutier plus le SSR, eh bien, il faut 3 médecins. Et à partir du 1er juillet, il reste 1 médecin. Voilà. Et donc, sur la période de l'été, on va tomber à un effectif de lit pour l'ensemble des 2 services, qui ne sera que de 18 lits, 14 de SSR, 4 de court séjour, ce qui est évidemment une très 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 mauvaise nouvelle. Réaffectation des personnels
non médecins naturellement, dans les autres services, à Moutier et à Albertville, et une baisse de lit qu'il faut particulièrement supporter sur le territoire, ce qui est évidemment une très très mauvaise nouvelle qui date d'hier. Il y a un certain nombre de démarches qui sont en cours pour qu'on puisse trouver d'autres solutions, mais il y a un moment donné, là pour le coup, c'est comment on fait pour trouver des médecins. Voilà. Le sujet il est véritablement là. Alors moi je vous décris ici la situation qui nous touche directement puisque c'est un métier, mais il y a en tête qu'on n'est pas les seuls sur le territoire de nos Savoie, sur le territoire national, à être dans cette situation compliquée et qu'au cours de cette période de l'été, il faut s'attendre à ce qu'il y ait de véritables difficultés. C'est pas nouveau. L'année dernière, je vous rappelle qu'à Albertville, le nombre de lits de court séjour avait été particulièrement réduit à la baisse, de manière plus impactante d'ailleurs que ce qu'on avait pu vivre sur le site de Moutier. Mais cette année, la situation qu'on avait connue l'année dernière, plus la loi RIST qui est désormais en application, nous met dans une combinaison, une conjugaison de facteurs qui ne permet pas d'assurer les services comme on l'a connu jusqu'à maintenant. Voilà. On ne désarme pas, mais je voulais quand même vous le partager ici ce soir, puisque on va parler que ce sujet soit dans l'actualité dans les jours qui viennent. On a un engagement de la direction de l'établissement que dès qu'on pourra retrouver meilleure fortune sur la mobilisation de médecins, on remontera évidemment notre jauge de lit. Voilà. Voilà ce que je voulais aussi vous partager. Bon. Moi j'en ai terminé. Est-ce qu'il y a des sujets que vous souhaitiez évoquer? Oui, moi j'ai un dernier sujet qui n'est pas en lien avec la vente à la Raja et qui est en lien avec la GEMAPI. Et puis donc à l'exploitant dans cette zone-là, qui est l'entreprise Gorgé. Alors, en fait, comment dire, vous savez qu'il y a un projet de plage de dépôt à cet endroit-là, en cas de crue, avec l'apport de matériaux. Du coup, la plage de dépôt, ça va servir à récupérer ces matériaux. Et avec l'entreprise Gorgé, on lui demande de bien respecter ces matériaux au niveau de la berge. Donc, enfin, il y a eu déjà des discussions en GEMAPI. Est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt à déplacer la route le long de la berge pour faire une garde par rapport pour faire une garde en cas de crue et puis par rapport à ces accumulations de matériaux et que forcément le cours d'eau n'importe pas aussi ces matériaux. Enfin, je veux dire, on va faire une plage de dépôt et il ne faudrait pas derrière qu'on récupère les matériaux de l'entreprise. Hein. Et donc, la vente de la parcelle, ça pourrait être une négociation avec l'entreprise pour faire ça. Mais l'acte, il est prêt à signer. D'accord. Ça fait des années qu'on bosse sur ce truc. Donc, moi, j'ai pas d'avis technique sur ce que tu dis, Romain. Je me garde bien d'en avoir parce que le sujet est très complexe à cet endroit-là. Par contre, ce que je sais, c'est que on a travaillé sur l'acte, on a travaillé sur 3 scénarios de plage de dépôt là-bas. Donc moi, je me suis fait le cerveau de tout ça parce que c'est trop compliqué. Donc ça me prend de la bande passante pour rien parce que je n'arrive pas à comprendre un truc au final. Et donc je laisse les experts en parler. Ce qui est sûr en revanche, c'est que l'acte aujourd'hui est prêt à signer et que je crois qu'il est difficile de revenir en arrière, mais je laisse Daniel sur les questions d'experts. Sur le dossier de la plage de dépôt, on pourrait presque dire qu'on est bien content que ça passe sur la PCA. Exactement. Je ne remets pas, attention, je ne remets pas en cause le problème de l'entreprise Bourget, donc il ne faut pas contester l'exploitation, l'entreprise qui travaille, c'est bénéfique pour tout le monde, c'est simplement ces montagnes de cailloux qu'elle fait arrivent quelquefois à se déverser dans le cours à repousser, et du coup, nous aurons sur la berge en face, qui est en souffle, en friable, on a déjà eu des alertes du propriétaire en face qui dit moi, mon terrain diminue de jour en jour. Donc, c'est l'inciter effectivement à respecter les limites de la rivière, de façon à ce qu'on préserve les cours. La problématique de dépôt, c'est un serpent de mer. D'accord, donc en fait, il y a 3 sujets. La plage de dépôt, on n'en voit pas. Le sujet du stockage de l'installation Gorgé existante, c'est de ça dont on parle, et la vente. Et en réalité, il faut peut-être plutôt, si je comprends bien la
comme nous disions dans vos deux interventions, passer un message de prudence à l'entreprise Langer pour qu'elle garde bien ses matériaux sur son foncier sans que ça aille verser dans le cours d'eau. On les a déjà rencontrés à ce sujet, ils ont manifesté des volontés, sachant qu'on connaît que le caillou finit au sommet d'une pile, alors il va tomber et on peut pas faire ce mais enfin, il va mettre au sommet de la pile, on ne voit pas. Je suis d'accord. Après, c'est un problème de surveillance. Il y a des limites, s'il déverse c'est pas à nous de lui dire, c'est pas à lui de s'en c'est bien à nous de lui dire. Oui, c'est pour ça que ce que je disais, de déplacer la route, la voie d'accès le long de la berge, elle fait une garde par rapport à la. Ah, c'est ça que je n'avais pas compris. Voilà. Et du coup, ça, qui a cette pente, c'était peut-être le moment d'aborder le sujet. Enfin, voilà. Lui qui a cette pente, il n'est pas tout seul. Enfin, voilà, parce que la concordance des choses, c'est pour ça que je me suis permis d'évoquer le sujet. Et puisque vous savez déjà abordé en commission, il faut passer dans les dialogues. Très bien, merci. Ça va nous permettre de se souvenir qu'il y avait un sujet qui était très apaisé de ce côté-là. Bien, écoutez, merci. Oui, Gilles, pardon. Oui, juste une information. J'ai assisté donc à la commission départementale des sites et des espaces. Et la voie d'escalade, le rocher d'escalade de Haute-Cour a obtenu un avis favorable. Avec simplement un petit complément par rapport à la faune. Voilà. Pour une réalisation, avis favorable. Très bien, merci. Je vois que Jean-Paul, ça lui donne le sourire, on est très très bien. Merci à tous. Merci à vous. Vous avez quand même à partager un petit peu. Merci beaucoup. Merci. Vous avez